je vais inviter sur scène à me rejoindre Alice Barbe de l'Académie des futurs leaders, Franck Escoubès de Blue Nove, Lorraine Lelot de la Cité des Chances et Valorant du Crayon. J'ai pas osé prononcer ton nom de famille par peur de l'écrocher, mais je vous invite à monter sur scène, installez-vous et merci beaucoup d'être parmi nous. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Ils ont encore rien dit, mais ça va être passionnant. Bonjour à vous. Tout le monde va bien? Salut. Bonjour. Super. Bah, écoutez, je suis ravi de vous avoir. C'est la première conférence que j'anime cet après-midi et on ne pouvait pas mieux démarrer. Donc merci à vous toutes, vous tous d'être parmi nous. Merci à vous dans le public. On aura des questions-réponses évidemment à la fin, donc n'hésitez pas à les préparer mentalement et on vous donnera la parole évidemment. Alors je vous le disais, 5 jours des élections présidentielles, on voit une multiplication de mouvements de contestation dans notre société, on voit une montée du populisme, on voit aussi un délitement de la confiance entre les Français, les Françaises et la classe politique. Donc quelque chose doit changer et c'est ce qu'on va s'atteler à voir, comprendre, qu'est-ce qu'il faut réformer, qu'est-ce qu'il faut accompagner. Et on va aussi voir qu'il existe heureusement dans notre pays de nombreuses femmes et hommes prêts à reprendre la relève également, à renouveler la classe politique, à la bousculer. Et on va s'y intéresser au cours des 3 quarts d'heure qui nous attendent. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christophe Concessao, je suis le directeur général délégué de l'association Live for Good qui organise ce festival auquel on a grand plaisir à vous accueillir. Et je suis entouré de 4 super invités à qui je vais justement demander de se présenter dans une petite minute. Et je vais commencer par toi, Valorant. Je vais commencer par toi. Je vais te demander de nous dire qui tu es, sans trop en dire sur les 2 initiatives que tu as lancées. On y reviendra. Mais Valorant, est-ce que en moins d'une minute, tu peux nous dire qui es-tu? Salut Christophe, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis entrepreneur, je pense que c'est la meilleure manière de me définir. J'ai monté ma première boîte quand j'avais 17 ans et qui n'était d'ailleurs pas du tout une boîte à impact ou un projet citoyen de quelconque manière. Mais au fur et à mesure de mes expériences du coup entrepreneuriales, j'ai commencé à m'orienter vers plus de sens et à la base ça prenait plus le chemin de la passion pour moi que vraiment de l'impact sur la société. Et au fur et à mesure, en fait, presque galvanisé par les débuts et les prémices qu'on avait de succès au Crayon, j'ai commencé à me rendre compte que ça avait un impact réel sur les gens qui nous regardaient. Et donc du coup, en tant que média, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Crayon, c'est un média. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avait du sens, pas seulement pour nous, et c'est presque d'abord et avant tout le public qui a trouvé aussi ce sens pour nous, ce sens de la démocratie, ce sens de la liberté d'expression, et surtout ce sens de la réunion. Et ça a été ça qui était vraiment important pour nous. Et après, plus récemment, avec 3 amis, on a lancé une application qui s'appelle Élise, qu'on a appelée le Tinder de la présidentielle. Et là, l'objectif était vraiment très simple, c'était de pouvoir vulgariser les enjeux et pouvoir faire de l'éducation au niveau des programmes, parce que les dépliants qu'on reçoit, quand on les reçoit chez nous, globalement, à notre génération, mais peut-être pas seulement à la nôtre, on les lit plus du tout. Et donc, du coup, on a voulu remettre un peu des choses ludiques, en fait, au sein de ces programmes-là pour permettre, en fait, une plus grande accessibilité à la compréhension des enjeux de cette élection de 2022, y compris celle des législatives qui arrivent ce week-end et le week-end prochain. Merci beaucoup, Valorant. Qui parmi vous a téléchargé l'application Élise? Juste pour... ouais, t'as pas mal de popularité, c'est pas mal. Lorraine a aussi testé un petit peu. Merci beaucoup Valorant, c'est parfait. Je me tourne vers toi Franck maintenant. Tu es donc l'un des cofondateurs de Blue Nove que tu présenteras dans quelques instants et tu es aussi l'auteur récent d'un livre La démocratie autrement. Donc tu vas nous parler, mais même question que pour Valorant, qui es-tu sans en dire trop? Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis entrepreneur également, j'ai commencé plus tard que Valorant dans l'entrepreneuriat. Je suis cofondateur d'une société en effet qui s'appelle Blue Nove que j'ai créée à Montréal. Parce que je suis franco-canadien, donc j'ai vécu la plupart de mes années professionnelles au Canada. Cette société qui s'appelle Blue Nove est une société qui fait de la démocratie participative en ligne, ce qu'on appelle de l'intelligence collective massive. Donc on mobilise des grandes communautés de personnes, des citoyens mais pas que, des parties prenantes dans des écosystèmes publics et on essaye de co-construire les politiques publiques de demain. Voilà. Donc on a développé une plateforme, des algorithmes d'intelligence artificielle qui font de l'analyse sémantique et qui permettent de traiter du très grand nombre. Voilà. Et puis accessoirement, en effet, j'ai co-rédigé, co-écrit l'année dernière un livre, un essai qui s'appelle La démocratie autrement avec Gilles Proriol, qui propose une nouvelle méthode de démocratie dite inclusive. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Super, monter comme un poisson dans l'eau dans cette table ronde, c'est génial. Je me tourne vers toi maintenant, Alice. Donc tu es la créatrice de l'Académie des futurs leaders, mais on t'a d'abord connue chez Singa. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en une minute, pardon? Oui,
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis trop contente de faire ça. Je le fais pas assez, et surtout avec des gens qui ont envie d'avoir de l'impact et qui sont jeunes. Donc, comme tu as dit, Christophe, faut aller voter, c'est important. Voilà, c'était la pub. Moi, je suis plein de trucs. On m'appelle activiste, entrepreneur social, militante. Et effectivement, à 24 ans, il y a une dizaine d'années, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Singa. Donc, ça m'a emmené dans l'univers de la migration. On a monté le plus gros réseau d'incubateurs et d'accueil chez l'habitant en Europe sur l'accueil des réfugiés. Donc, je vous conseille d'aller voir. Et si vous souhaitez accueillir, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Je vais faire que de la pub, en fait. Et en 2018, j'ai eu l'honneur de voir mon travail soutenu par le président Obama, qui venait de retourner à la vie civile. J'ai passé 1 an à ses côtés à New York dans le cadre de la fondation, où je me suis formée à la politique et l'activisme à l'américaine. Et en rentrant, j'ai eu ce sentiment que les gens comme moi qui s'impliquent sur la migration, sur les femmes, sur le climat, ont toute leur place en politique, et j'en dirai plus tout à l'heure, mais ça m'a amené il y a 1 an à quitter mon boulot et à lancer cette académie pour accompagner des futurs leaders et dirigeants politiques. Dont certains vont se présenter aux législatives, je crois. Génial. Bon, petit teaser. Super, il ne reste plus qu'à me tourner vers toi, Lorraine. Pareil, 1 minute, qui es-tu ? Alors, en fait, moi, je me définis un peu comme un couteau suisse de l'engagement citoyen, parce qu'en vrai, je fais pas qu'une seule chose. Mais là, surtout, en fait, aujourd'hui, je suis là pour parler de Cité des Chances, une association que j'ai co-créée il y a maintenant 4 ans. On a fêté notre anniversaire en février dernier, et qui est, en gros, parce qu'on va développer un petit peu plus tard, c'est une association qui vulgarise la politique et démocratise l'engagement au sens large auprès des jeunes, mais surtout des jeunes de banlieues et de quartiers populaires en France. Donc voilà, en gros, c'est ça. Après, à côté de ça, je travaille pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je fais des études, tout ce qui est économie sociale et solidaire, et je suis jeune élue depuis 2020 à la mairie de Fos, déléguée à l'environnement et la citoyenneté. Et donc, voilà. Lorraine ne dort pas le soir. Très bien. Donc, en préambule de cette table ronde, j'évoquais le délitement notamment de la confiance entre les Français et les Françaises. Vous êtes peut-être certaines parmi vous à ressentir ce sentiment un petit peu de décalage. Et donc, ce que je vous propose pour inaugurer cette table ronde, c'est justement de revenir sur ce constat. Pourquoi aujourd'hui on parle de délitement de la confiance ? Pourquoi cette confiance s'est dégradée au fil des décennies ? Et pourquoi aujourd'hui beaucoup de Français et Françaises ne croient plus dans leur leader politique ? Et donc, je vais me tourner d'abord vers toi, Franck. Je le disais, tu es l'auteur donc, de La démocratie autrement. Est-ce que tu peux, dans ton bouquin, tu reviens sur ce délitement au fil des années. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé là et quelles sont les marges de manœuvre qu'on a à notre disposition ? Oui, alors je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie est en souffrance. C'est un grand corps malade. Et je pense que cette souffrance, en fait, elle est un peu comparable à un désordre alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des excès et des carences. Dans la démocratie, comme il y a des excès et des carences dans l'alimentation d'un organisme vivant. Du côté des excès, j'en citerai 2 qui me semblent assez naturels. Le premier excès, c'est l'excès de défiance que l'on a en tant que citoyen à l'endroit de nos représentants et des personnels politiques. En disant ça, je n'excuse pas du tout ce qui peut être apparenté à une trahison de la représentation perçue, vécue par les citoyens, parce que nos représentants, aux yeux des citoyens, ne nous ressemblent pas. Mais l'excès de défiance, c'est une situation qui fait en sorte que ce désamour se transforme en haine. Et ça, c'est certainement un premier trop-plein ou un premier excès que je qualifie d'alimentaire. Deuxième excès, c'est l'antithèse du précédent, c'est-à-dire l'excès de confiance qu'on peut avoir en soi en tant que citoyen, l'excès de confiance que l'on a en notre propre savoir, en notre propre expertise. Vous connaissez tous la boutade en période de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe de foot, où on a en France 67 millions de sélectionnaires de l'équipe de France. On avait 67 millions de médecins et de virologues pendant la crise sanitaire. On a aujourd'hui cette situation qui est exacerbée bien sûr par le phénomène très connu des réseaux sociaux, mais qui vient pénaliser le débat public, qui le transforme en espace d'hostilité et en espace de clash permanent. Et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Ça, c'est du côté des excès. Du côté des carences,
J'en citerai deux. La première carence, c'est une carence en termes de liberté d'expression. Parce qu'il est, et ça surprendra personne aujourd'hui, devenu très difficile de s'exprimer sur un sujet un peu sensible dans le débat public. Il y a ce que j'appelle dans le bouquin des contaminants sémantiques, c'est-à-dire des termes, des mots, des concepts qui sont devenus inaudibles dans le débat public et qui font en sorte que dès qu'ils sont prononcés, de débat il n'y a plus. Au passage, d'ailleurs, on pourrait se poser la question du terme débat, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le débat ne fait pas changer d'avis. Ce qui fait changer d'avis parfois, et c'est pas très fréquent, c'est plutôt le temps d'exposition à une information, le temps de sédimentation d'une information. Mais voilà, donc une première carence qui est cette carence en matière informationnelle. Et puis, deuxième et dernière carence, je dirais, cette capacité que l'on a d'accepter, de se remettre en cause et d'accepter le fait qu'on est insuffisamment informé sur les sujets complexes. C'est-à-dire qu'il est devenu extrêmement difficile, paradoxalement, dans une situation de parfaite infobésité, parfaitement difficile de s'informer sur un sujet complexe. En cause, les médias, qui sont, je dirais, en partie les coupables de cette difficulté de restituer une information complexe pour informer le citoyen, parce que course à l'actualité, à l'instantanéité, au sensationnalisme, tout ça est bien connu et documenté. Les réseaux sociaux, on en a parlé. Et puis, je dirais, et on en parle beaucoup moins, l'Internet, de manière générale, et singulièrement le moteur de recherche de Google, qui fait en sorte que eh bien, ma foi, quand on cherche une information, on se contente bien souvent de la première source qui est listée. Vous connaissez peut-être l'autre boutade bien connue des Californiens qui consiste à dire si vous tuez quelqu'un, savez-vous, il faut l'enterrer pour que personne ne le trouve jamais. La réponse étant sur la deuxième page de Google, parce que personne n'y va jamais. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a une situation bien compliquée, avec des excès alimentaires et des carences alimentaires, et c'est ça c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, je vous propose de ne pas en parler tout de suite, parce que sinon je vais prendre la parole trop longtemps, mais il y a bien sûr plein de choses à faire pour réinventer la méthode démocratique. Super, merci beaucoup Franck pour ce premier état des lieux. Alors on a évoqué pas mal d'axes de discussion, on parlera notamment des médias dans une prochaine conférence, on va se concentrer sur déjà réformer la politique et on réformera les médias plus tard. Je me tourne vers toi maintenant Alice, tu as donc créé l'Académie des futurs leaders parce que tu estimes qu'il faut renouveler la classe politique et dans le même temps tu vois justement émerger cette nouvelle génération de femmes et d'hommes qui veulent, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais prendre les armes, nous représenter aussi au gouvernement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi et comment tu entends justement faire émerger cette, si je reprends votre vision, une nouvelle génération de leaders politiques? Je vais te contredire parce que non, en fait, moi, je ne vois pas une nouvelle génération qui a envie d'entrer en politique. On me dit souvent, il faut être fou pour vouloir faire de la politique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie d'être candidats aux élections législatives ? Bah moi j'ai essayé mais ça n'a pas trop fonctionné. Voilà. Et il y a une défiance aussi envers les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques ont beaucoup de mal à attirer, ont beaucoup de mal à former, ont du mal à mobiliser. Moi, j'ai même le sentiment parfois qu'il y a un vrai décalage entre ce que nous racontons au niveau de la société civile, ne serait-ce que sur le climat, ou la question du handicap, ou la question MeToo. Et on peut se voir répondre des choses qui sont complètement aberrantes parce qu'il y a un manque de terrain, un manque de connaissance du terrain. Argument numéro 1, les partis ne forment plus, n'attirent plus. Qu'est-ce qu'on a ? On a des gens extraordinaires qui sont justement sur le terrain, qui ne veulent pas entrer en politique, mais qui disent nous, on va changer les choses hors système politique, dont j'ai fait partie, dont je fais partie d'ailleurs, et dont c'est l'ambition complètement de Live for Good d'accompagner une génération d'entrepreneurs pour le bien commun. Il y a toute cette vague de l'entrepreneuriat social, il y a l'activisme de plus en plus jeune, à 16, 17 ans, tu as des jeunes qui, on l'a vu à Roland-Garros, qui sont prêts à tout, voire même à mourir, et dans nos pays y compris, pour ceux en quoi ils croient. C'est pas juste en Iran ou en Russie. Et on le voit de plus en plus, il y a une vraie rébellion, une envie de changer les choses, il y a une énergie, mais folle, des gens qui peuvent aller au bout. Je pense à Stéphane Ravaclé, qu'on accompagne avec l'Académie des futurs leaders. Lui, il n'est pas jeune pour le coup, mais c'était un boulanger jusqu'à il y a 2 ans, normal, qui s'occupait de sa boulangerie. Et un jour, son apprenti malien était menacé d'expulsion et il a fait 11 jours de grève de la faim.
on est dans un pays dans lequel un employeur, pour garder son apprenti, va risquer sa vie. 11 jours de grève de la faim. On ne sort pas indemne d'une grève de la faim. Et il était prêt à aller jusque-là. Ça a tout changé parce que derrière, beaucoup d'employeurs, ils ont créé une association pour régulariser leurs apprentis. Et aujourd'hui, Stéphane s'est dit, mais en fait, face à l'administration, je ne peux pas accepter de vivre dans ce pays. Je vais entrer en politique et je vais me présenter aux élections législatives à Besançon. Donc, deuxième argument, des gens se mobilisent, n'importe qui, n'importe quel âge, parce qu'ils sont déçus du système politique et ils trouvent des alternatives avec l'engagement à divers niveaux. Et troisième chose, il y en a qui se bougent beaucoup et c'est plutôt l'extrême droite. Eux, ils savent très très bien mobiliser. Ça fait 40 ans qu'ils s'y préparent. Ils ont des écoles. Il y a une école fondée par Marion Maréchal qui est à Lyon, qui s'appelle l'ICEP, qui délivre des diplômes, des masters reconnus par l'État, qui a formé près de 400 personnes jusqu'à présent. Il y a des camps de vacances. On peut partir apprendre la boxe et le droit constitutionnel avec l'extrême droite. Et ils sont très très forts médiatiquement aussi, et notamment sur les réseaux sociaux, en modifiant des pages Wikipédia, en s'infiltrant dans des groupes Facebook, par exemple, page des fans de Mylène Farmer, c'est vrai, c'est documenté, pour faire leur propagande. Donc eux, ils sont très forts. Et moi, ça me fait très peur. Donc compte tenu de ces trois... on va dire constat un peu ontologique, un peu voilà, sentiment et intuition. L'idée de l'académie, c'est de pouvoir proposer à ceux qui changent vraiment les choses comme Stéphane, de dire en fait, tu peux rentrer en politique, tu es légitime pour le faire et cette école va t'apporter les outils dont tu as besoin. Donc à partir de là, on a lancé une première promo, c'était sur nomination, donc il fallait être nominé pour entrer. Moi, je pensais qu'on aurait 40 nominations, on en a eu 350. Il y a des gens partout en France qui ont dit « je pense que telle personne doit entrer en politique ». Il y a même une maman qui a nominé son fils de 18 ans en disant « il faut qu'il soit président de la République ». Et on a eu voilà, une douzaine de personnes comme Stéphane. Je pense aussi à Priscilla Udowski qui a été à l'origine de la pétition qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes et qui en a été une des porte-paroles, qui travaille aujourd'hui chez Démocratie Ouverte. Je pense à Toufik Valipuram du collectif WeShare, qui est président du collectif WeShare sur l'économie collaborative. À Ismaël Lemouel qui a fondé une plateforme qui s'appelle Hello Asso, dont vous avez probablement entendu parler puisque tout le monde s'en sert. Et ce sont des gens voilà, qui sont à ce moment de leur vie où ils disent voilà, je veux entrer en politique. C'est pas forcément par des élections. L'académie, elle n'est pas là pour accompagner aux législatives. Elle est là sur le long terme. Ça peut être via d'autres systèmes. Et pour le faire, on a créé un curriculum de 6 mois. Il y a 3 jours d'école par semaine où ils ont cours. Et donc, ils ont des cours, ça peut être des cours basiques de sciences politiques, où on est allé chercher des profs à Sciences Po ou à Columbia, droit constitutionnel, data, big data, métavers, droit, communication, etc. Ça peut être aussi des rencontres avec des personnalités politiques. On a des gens qui ont été ministres, qui ont été chefs d'État en France, en Europe, aux États-Unis. On est allé aux États-Unis, on est allé au Pentagone, rencontrer la directrice du renseignement, au Congrès, rencontrer plusieurs députés américains. Donc on a ameuté un peu tout un écosystème de gens qui ont exercé le pouvoir et qui ont forcément fait des erreurs. Quand on parle à François Hollande de la déchéance de nationalité, enfin, peu importe ce qu'on en pense, ce sont des moments rares aussi d'accès, de pouvoir poser des questions sur des sujets qui sont extrêmement controversés. Et la troisième partie de l'académie, et je pense qu'on en a besoin, et je vais finir là-dessus en termes de leadership, c'est le développement personnel. Moi, je rêve d'avoir des représentants politiques qui sont dans la compassion, qui sont dans l'empathie, qui dirigent avec exemplarité, intégrité et éthique. Et pour y arriver, c'est compliqué parce qu'on dit souvent que la politique, c'est un panier de crabes. Donc, il faut être sacrément outillé. Donc, on a des neurochirurgiens, on a des thérapeutes, on a des personnes qui sont coachs sur le développement personnel. Ils vont avoir, par exemple, de la méditation pendant 5 minutes le mardi matin. C'est pas énorme, mais on donne un peu tous les petits outils dans lesquels ils vont aller piocher pour être suffisamment outillés lorsqu'ils vont souhaiter se lancer. Super, merci beaucoup Alice. C'est effectivement très atypique d'approcher finalement la formation des politiques par cet angle-là et on va y revenir parce que c'est un sujet éminemment important. La façon dont on forme, il y a d'ailleurs une pétition, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui exhorte les responsables politiques à se former à l'écologie et donc le parallèle là est vraiment très intéressant. Et je reviens sur un élément que tu as évoqué Alice qui m'a fait tilt parce que je sais que Valorant c'est l'un de tes chevals de bataille, c'est aussi de renouveler la façon dont les politiques communiquent.
Tu as pris l'exemple du parti d'extrême droite. Effectivement, on s'aperçoit que finalement la réforme, le renouvellement de la classe politique va aussi passer par la façon dont ils communiquent. Et je sais que c'est l'une des raisons sur lesquelles tu as beaucoup travaillé, Valorant, à la fois chez Élise, mais aussi au sein du Crayon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous partager un peu ton point de vue sur comment moderniser finalement la vie politique? Bien sûr, je pense que ça va au-delà de la communication. Je pense que c'est tout le sujet de la politique aujourd'hui, c'est sa modernisation. Et par modernisation, je n'entends pas que des applis comme Elise ou même de l'intelligence artificielle ou du métaverse. J'entends vraiment même de la modernisation de pratiques. Aujourd'hui, le privé a réellement pris une importance beaucoup plus grande que le public, même en France, qui est pourtant un pays particulièrement développé d'un point de vue importance de l'État dans son écosystème, comparé à des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis ou comme le Brésil. Et c'est intéressant de voir justement ce pivot-là, c'est que en fait la société libérale ou qu'on va dire néolibérale a en fait a fait de nous des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment acté. Et on peut le voir avec les plateformes de streaming, avec les supermarchés de très grande distribution, avec la fast fashion. On est rentré en fait dans ce monde-là. Et loin de moi l'idée de tout critiquer en bloc, parce que ça serait facile de le faire, alors qu'on est tous presque dedans en fait, même c'est presque plus fort que nous, c'est devenu notre système aussi. La question que je me pose, c'est comment on peut faire en sorte que les choses qui ont de l'impact positif, ce qu'on appellerait du bien commun, même si je pense que ça peut être contesté en fonction des points de vue, comment on peut rendre ces choses-là au niveau en fait des choses que l'on va consommer d'habitude. Avec Élise, comment on rend une application qui va parler des programmes plus addictive ou en tout cas plus sexy qu'un Netflix, qu'un Twitter, qu'un YouTube ou qu'un jeu vidéo. Parce que c'est ça aujourd'hui le combat. Parce qu'aujourd'hui les gens à titre individuel, à titre collectif, ils vont avoir des grandes résolutions. Ils vont avoir des grandes aspirations, des aspirations de mouvement, de manifestation, d'association, de lutte politique. Ou à titre individuel, chacun mène sa vie. Et c'est très bien que ça se passe comme ça, mais du coup, les tentations sont énormes. Et donc du coup, pour lutter contre ces tentations, il faut réussir à remettre auprès de tous les gens qui s'en sont désintéressés des manières très concrètes de rendre ça plus accessible. Je prends l'exemple, ça m'avait beaucoup marqué, mais je pense que ça a marqué beaucoup de monde, mais du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour. Ce sujet qui touche la jeunesse, le climat. Non, c'est pas un sujet qui touche la jeunesse. C'est un sujet dont la jeunesse est peut-être plus sensible, mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Je veux bien que ce soit un sujet dont on est plus sensible à la jeunesse, mais ça touche tout le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, dans une nouvelle génération, ce qu'on cherche à faire justement, c'est à trouver des manières différentes de se mobiliser, différentes de communiquer. Si jamais on communique sur les enjeux climatiques et qu'on fait des conférences de 3 heures ou 4 heures sur le sujet, à part Jean-Marc Jancovici, personne ne fait des vues et tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité très concrète. Alors que si jamais on réussit à trouver des formats capsules sur Instagram, comme Le Déclic ou comme le média de France Télévisions qui s'appelle Now You, avec lequel on va bientôt collaborer d'ailleurs sur le Crayon. Si jamais on arrive à trouver des formats beaucoup plus embarquants qui ressemblent à ce qu'on consommerait par pur plaisir, dans ce cas-là, on réussit en fait à prendre les gens dans leur zone de confort, là où ils sont déjà très à l'aise, et à les emmener sur des sujets de sensibilisation, selon nous, beaucoup plus importants pour l'avenir de la cité et l'avenir du pays. Et je pense que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de la politique. Et je ne sais pas si on peut parler même de 6ème République ou de renouvellement. Je sais que la NUPES en parle énormément, notamment Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il y a aujourd'hui un déblocage à faire parce que la distance entre les politiques et la vie quotidienne des gens est devenue trop grande. Et la Convention citoyenne pour le climat, qui était quelque chose sur lequel j'avais mis beaucoup d'espoir, rien qu'en termes de laboratoire démocratique, a accouché de quelque chose d'assez décevant quand même, alors même que beaucoup de gens qui y ont participé, les 150 personnes qui y ont participé, ont elles-mêmes beaucoup grandi, elles ont dit, sur la compréhension des enjeux. Et on parle de gens tirés au sort, on ne parle pas de gens juste d'un bord politique, on parle de Françaises et Français de tous les jours, dira-t-on. Et je trouve que cette expérience-là a accouché d'un camouflet parce que justement la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui n'est pas prête. On nous a promis le nouveau monde avec Emmanuel Macron, il n'est pas réellement arrivé. Et au-delà de lui jeter la pierre à lui ou à son gouvernement, moi je m'en fous, ça n'a jamais été mon sujet. Nous, on essaye d'être à part égale avec absolument tous les partis politiques parce que c'est aux Français de décider qui veulent avoir comme représentants. En revanche, nous, on va en faire en sorte que toute la classe politique se modernise. Et c'est assez paradoxal parce que les deux partis nouveaux, on va dire, de la dernière élection présidentielle, qui étaient Europe Écologie Les Verts et Reconquête, Europe Écologie Les Verts n'était pas un nouveau parti, mais les deux un peu nouveaux, les deux nouvelles têtes,
ont accouché aussi de scores au présidentiel très faibles. Peut-être lié à la guerre en Ukraine qui a fait qu'on a voté pour plus de sécurité. Mais de fait, ça doit nous interpeller parce qu'on est en contestation très majoritaire dans le pays, à notre génération, mais je pense que ça nous dépasse complètement à notre génération. Je pense que c'est toute génération confondue. Et en même temps, on a accouché à 3 candidats qui s'étaient déjà présentés il y a 5 ans, qui représentent les 3/4 des voix. Et je pense que ça doit nous interpeller, pas seulement en tant que citoyen, en tant que vote, mais sur la manière en fait dont on pratique la politique. Parce que si jamais c'est pour qu'on mène à une répétition tous les 5 ans de la même chose, parce que vu comme c'est parti, j'ai l'impression que dans 5 ans, on va réavoir Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il pourra pas, mais du coup peut-être Édouard Philippe, et Marine Le Pen. Enfin, ça va jamais s'arrêter en fait. C'est comme le film Un jour sans fin, en fait, on vit la même journée. Et donc du coup, pour sortir de ça, c'est quelque chose que je défends énormément. Et à titre personnel, j'ai une communauté d'entrepreneurs sous mon nom, au-delà du média et de Élise, qui est pour le coup d'ailleurs pas forcément sur l'impact, mais parce que je crois fondamentalement que l'entrepreneuriat est la meilleure chance en fait de faire changer la société. Parce que les entrepreneurs, notamment bootstrap, c'est-à-dire le fait de se développer en autofinancement avec des clients très tôt, quitte à avoir des produits très petits et une base clientèle très faible et grossir au fur et à mesure. Ces entrepreneurs-là, ils ne rendent pas de compte à des fonds d'investissement, ils ne rendent pas de compte à des banques, et ils ne rendent de compte en fait finalement qu'à leurs équipes et à leurs clients. Et je trouve que ça peut être une manière positive de créer du changement, parce que si ces boîtes-là réussissent à créer de la rentabilité autour de sujets à impact, je vais citer 2 exemples assez faciles, mais que sont Phoenix et Clini. Phoenix de Jean Moreau et Clini de Alexandre Belliti. C'est 2 entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est directement corrélé avec l'impact en fait qu'ils ont auprès de leur écosystème. Certes, certaines puretés militantes peuvent contester cette vision capitaliste de l'impact d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, dans le monde dans lequel on vit, où il y a des courses entre milliardaires américains pour savoir lequel est le premier qui arrivera sur Mars, je suis assez rassuré que des gens passent à l'échelle des entreprises, montent à 100, 200, 500, 1000 salariés, alors même que le cœur même de l'entreprise, c'est l'impact. Et nous, c'est des visions qu'on a envie de défendre parce qu'on croit qu'aujourd'hui, si la politique est trop lente pour prendre des décisions, si les décideurs sont devenus trop individualistes alors qu'ils sont censés être au service de tous, et si les militants sont trop incapables par la lenteur du système de faire bouger les très gros, l'entrepreneuriat, notamment impact, peut être celui qui débloque des verrous qu'en fait on a toujours eu fermés jusque-là, et ce depuis 30 ans. Et notamment avec les dérives technologiques qui peuvent arriver, je trouve ça très rassurant qu'on ait des entrepreneurs avec les meilleures intentions à l'esprit pour développer ces outils qui conquéreront une très grande part du marché. Merci Valorant, vous en avez d'ailleurs un très bel échantillon dehors, je vous invite à les voir dans le village entrepreneur. Merci Valorant. Il y a donc un enjeu de moderniser la vie politique, c'est indéniable, mais il y a un autre enjeu qui est aussi celle finalement de la rendre plus inclusive, de la rendre plus accessible, et c'est ton combat, Lorraine. Tu as cofondé donc la Cité des Chances parmi d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur finalement pourquoi, à tes yeux, c'est fondamental de tendre vers plus de représentativité chez nos leaders politiques? Alors, moi, généralement, je commence par prendre mon propre exemple parce que ça illustre en fait toute l'idée qu'il y a derrière Cité des Chances. Donc nous, on est deux cofondateurs, cofondatrices, et on est parti d'un constat simple. On avait 16 ans, donc là j'en ai 24 aujourd'hui. On avait 16 ans et on se disait, on va voter dans 2 ans. Mais finalement, la politique, ça nous parle pas, on n'y connaît rien. Et en fait, comment ça se fait que c'est le cas en fait? Donc moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, donc ville tristement célèbre parce que c'est là d'où sont parties notamment les émeutes de 2005. Et en fait, j'ai grandi très éloignée de la politique, c'est-à-dire que mes parents, ma mère a immigré en France à 30 ans, c'est plutôt moi qui lui apprends la politique aujourd'hui ou qui lui parle de politique que l'inverse. Donc en fait, j'ai pas baigné dans un environnement où quelqu'un allait me dire voilà, la politique ça fonctionne comme ça, c'est important parce que si, c'est important parce que ça. Donc je pense que si j'avais pas eu le déclic que j'ai eu, comme l'immense majorité des personnes avec lesquelles j'ai grandi, je m'en ficherais totalement de la politique et je ferais partie des jeunes qui aujourd'hui s'abstiennent par défiance, par méconnaissance, par désintérêt, etc. Et en fait, moi j'ai eu la chance, entre guillemets la chance et la malchance, d'être hospitalisée dans le 16e arrondissement de Paris à l'âge de 16 ans. Donc je passe de vraiment banlieue, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise à 16e arrondissement de Paris. Et je rencontre des jeunes d'un autre milieu social que le mien. Et en fait, tout simplement, on n'était pas beaucoup en classe, on faisait des débats en sciences économiques et sociales.
et je me rends compte qu'ils connaissent plein de choses. Ils débattent des derniers trucs de l'actualité, etc. Ils connaissent le nom des ministres, des secrétaires d'État. Moi, je me souviens, à l'époque, je connaissais président, premier ministre, fallait pas m'en demander plus, c'était vraiment le max que je pouvais donner. Donc là, moi, je commence à leur poser des questions en dehors des cours, mais comment ça se fait que vous y intéressez, en fait? Et là, ils me répondent, bah voilà, avec mes parents, je débat avec mes parents, voilà, on parle de ci, on parle de ça. Et là, je me dis, bah, en fait, pas moi. Et donc, je demande à mes amis en dehors des cours, mais attends, mais toi aussi, c'est comme ça chez toi? Bah non, moi, non, on parle pas de politique, etc. Donc, là, on se rend compte avec mon ami que il y a un problème, en fait. Comment ça se fait qu'on a le même âge, qu'on va avoir le droit de vote au même âge, et qu'en fait, on a un tel décalage et un tel rapport à la politique totalement différent. Donc là, on se dit, il y a quelque chose à faire. Donc moi, je commence à m'intéresser à la politique et tout ça petit à petit. Je retourne dans mon lycée d'origine, donc je commence par le conseil de vie lycéenne. Après, j'ai fait le conseil régional des jeunes d'Île-de-France. J'ai fait un service civique. Bref, j'ai un peu exploré la politique à divers échelons, que ce soit municipal, régional et un peu plus national un peu plus tard. Et je me dis, ok, j'ai appris plein de trucs, j'ai pu construire, faire plein de petits projets, etc. J'ai envie de donner cette chance-là à d'autres jeunes. Et quand on regarde nos propres parcours, on se rend compte que c'est deux choses. Une, des rencontres. On a rencontré d'autres jeunes qui, eux, avaient cet intérêt pour la politique, etc., qui nous ont transmis ça. Et le côté où, en fait, on a appris en faisant. On n'a pas appris, moi j'ai fait des études de sciences politiques beaucoup plus tard. Au début, je me suis dirigée vers le marketing. Après, je me suis dit, vendre des trucs pour vendre des trucs, ça m'intéresse pas trop. C'est peut-être, j'ai envie d'impacter, donc j'ai peut-être allé faire des études de sciences politiques à Nanterre en l'occurrence. Donc, on a voulu créer ça et c'est comme ça en fait qu'est née Cité des chances. Une de nos premières actions, c'était la simulation parlementaire. Et en fait, elle a plusieurs buts. Elle met c'est une classe de première. On fait ça avec des classes de première, donc première générale ou CAP, etc. Bref, en général, ils ont autour de 16 ans. Et on les fait simuler en fait le processus de création et de vote d'une loi. Et généralement, on prend une loi qui est soit un thème d'actualité, soit un thème qui les touche directement. Par exemple, on a fait ça dans un lycée à Fos, qui est en fait à 10 minutes de Roissy, qui voit des avions passer toute la journée. Et donc, le thème, c'était faut-il limiter le trafic aérien? Cette année, on a fait avec une classe d'hôtellerie-restauration, le thème, c'était faut-il supprimer les étoiles Michelin? Donc voilà, des thèmes où on essaye de faire en sorte que ça leur parle assez pour pouvoir s'y intéresser et surtout que ça fasse un minimum polémique, sinon c'est pas intéressant. Et du coup, ils jouent le rôle de député, donc pour ou contre la question en question, ou de député, de lobbyiste, de journaliste, d'experts, expertes scientifiques, commission des lois, et j'oublie toujours un rôle. Non, je crois que j'ai tout dit. Et association citoyenne, pardon. Donc en fait, pour montrer aussi que c'est pas parce qu'on n'est pas élu, pas parce qu'on n'a pas de mandat, etc., qu'on ne peut pas impacter sur la politique. On peut impacter en étant journaliste, on peut impacter en se constituant association, etc., en déposant des amendements, etc., en manifestant, etc. Et en fait, pendant 6 semaines, voire 2 mois, ça dépend la complexité de la question... du sujet de la simulation, il recrée en fait tout ce processus-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tout ce qu'on fait. Et nous, en fait, on s'est dit pourquoi en fait on a décidé d'intervenir à l'école. C'est parce que on considère que normalement ce serait à l'école de le faire en fait. Et quand je vois que tu crées une académie, je me dis malheureusement, c'est dommage qu'on soit obligé de passer par d'autres trucs que l'éducation nationale parce que normalement, pour moi en tout cas, c'est l'éducation nationale qui a vocation à réduire les inégalités entre nous. Mais finalement, quand on regarde la classe politique aujourd'hui, quand on fait par exemple le portrait de l'abstentionniste type, généralement c'est une femme issue de minorités visibles, issue de quartiers populaires, donc qui est de classe sociale assez inférieure, etc. Souvent aussi des personnes qui ont un handicap, etc. Et du coup, en fait, on a un petit peu moins, en fait. Donc, c'est un petit peu une anomalie et c'est pas normal. Et nous, on s'est dit, on va commencer d'abord par les lycées qui sont, du coup, classés zone d'éducation prioritaire et compagnie, pour commencer à les accompagner, en fait, dans un parcours citoyen en 3 ans, de la seconde à la terminale, pour que quand ils arrivent normalement en terminale, où ils ont normalement 18 ans, se dire, OK, vous pouvez aller voter. En connaissance de cause, en connaissant un minimum le système,
en connaissant aussi les enjeux. Et ça, c'est très important parce qu'il y a plein de choses qui sont politiques. Enfin, tout le monde dit tout est politique. Et si on ne nous a pas expliqué en quoi c'est politique, bah, c'est pas forcément hyper logique pour nous. Donc voilà, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a décidé d'agir. Et là, on est à peu près une centaine de bénévoles. On est dans toute l'Île-de-France. Et normalement, en 2023, on passe à l'échelle nationale, notamment en Outre-mer, où on nous a beaucoup contactés en disant oui, il y a des quartiers populaires en Île-de-France, mais il y a beaucoup ce problème d'éloignement dans les zones rurales et aussi en Outre-mer où il y a une défiance à la politique qui est énorme. Et je pense qu'on l'a vu notamment avec la crise sanitaire qui a exacerbé pas mal de choses. C'est génial, merci beaucoup Lorraine. Effectivement, c'est un sujet éminemment important que de réduire l'écart. Tu l'as très bien exprimé, donc merci pour un petit peu cette présentation de la Cité des Chances et on peut que vous souhaiter bon vent pour vous déployer partout, là où il y a des besoins. Alors la politique peut-elle impacter l'avenir? C'était le titre de cette conférence. Je vais poser une dernière question à mes amis ici sur scène avant éventuellement vous laisser la parole si certains ont des questions. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment nous tous, finalement, tout un chacun, alors il y a déjà eu plusieurs appels au vote dimanche, c'est une première étape effectivement, mais au-delà de ça, comment on peut tous, tout un chacun finalement agir à travers le levier de la politique, et si on élargit un peu le cercle de l'engagement citoyen, de l'activisme, du militantisme, quels conseils vous nous donnez pour justement passer à l'action? Valorant? Moi je dirais de construire les choses peut-être à plus petite échelle au début, mais les construire indépendamment des structures ou étatiques ou des grands groupes. Il y a énormément d'endroits, je pense du coup à Live for Good, mais il y a aussi des endroits comme Ashoka, comme les Déterminés, où vous pouvez grandir vos projets au sein de structures, des projets qui vont être ou associatifs, ou entrepreneuriaux, ou entre les deux. Et en fait, ne dépendons pas des grandes structures, de l'autorisation de quelconque autorité pour faire bouger les lignes. Parce qu'on a bien vu que si on n'y croit plus, en fait, ou si on n'y croit plus vraiment, ça veut dire que notre destin ou notre futur doit passer par autre chose. Aujourd'hui, il y a des grandes difficultés pour certains entrepreneurs, pour des questions d'origine et de milieu social ou ce genre de choses. Ça doit être quand même à la responsabilité de chacun de faire ça collectivement et d'accompagner le plus possible avec le plus de bienveillance, avec le plus de temps, parce que c'est ça dans ces domaines-là qui permet le plus de se développer. Donc du coup, moi, ça serait, si vous avez une idée en tête, commencez petit, commencez même avec des réseaux sociaux pour tester vos idées, tester la traction de vos projets et une étape par étape, une brique par l'autre, même à côté potentiellement de votre job ou de vos activités, à 1 heure par jour pendant 1 an, 2 ans. Voyez où ça vous mène. Vous ne mesurez pas et on ne mesure pas l'impact qu'on a sur 2, 3, 5 ans quand on fait les choses dans la durée et qu'on continue. Et je pense que c'est vraiment moi, si je devais résumer un message, c'est celui-là. Ne dépendez pas de l'État ou des grandes structures publiques pour mener vos projets. Faites bouger les lignes, même en toute indépendance. Commencer petit et être persévérant. Franck, peut-être un conseil à nous donner pour agir à notre échelle? Oui, moi je suis sensible à ce que dit Valorant, et en même temps, je ne sais pas s'il n'y a pas un risque de confusion à évoquer l'entrepreneuriat social ou la création d'un projet et à faire le lien avec la politique et la démocratie. Parce qu'en fait, la démocratie et la politique, c'est un peu autre chose. En tout cas, ça vient potentiellement en amont de tout ça. J'aurais tendance à dire que le premier réflexe d'engagement politique, bien au-delà du vote, parce qu'on a une obsession française du vote, on a l'impression que la démocratie, ça démarre par le vote et ça finit par le vote. Et en réalité, la démocratie, c'est un peu plus complexe que ça. Et surtout, ça démarre par, en fait, tout simplement l'idée de se raconter. De se raconter soi-même, c'est-à-dire d'expliquer à son voisin, à autrui, aux collectivités, à l'État, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que on peut appeler, ce que certains appellent l'expertise citoyenne, c'est-à-dire l'expertise d'usage du quotidien. C'est ce qu'on a reproché à un moment donné au manque d'écoute des politiques, c'est le fait que finalement les Gilets jaunes s'étaient jamais exprimés véritablement sur leurs problèmes et qu'on ne connaissait pas leur vécu.
les invisibles encore moins, les exclus de la démocratie, on les appelle aussi des sans-voix de la démocratie, les sans-voix c'est ceux qui ne s'expriment pas, etc., etc. Donc j'ai envie de dire que le premier niveau de l'engagement, pour moi, c'est d'accepter en tant que citoyen, d'extérioriser ses problèmes, ses préoccupations, ses doléances, ses besoins, ses attentes. Ça a l'air de rien, et pourtant, bien souvent, en tant que citoyen, on rechigne à participer à une consultation, on ne va pas nécessairement être contributif à l'échelle locale, en termes de lorsqu'il y a un débat public, on n'y va pas, on passe son tour, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, Rosan Vallon, le philosophe de la démocratie, a une très belle formule. Il parle de démocratie narrative, en disant la démocratie, ça démarre par la démocratie narrative, c'est-à-dire le fait de se raconter soi-même. Ça, c'est le premier niveau, et on en est encore très très loin. Je veux dire, il y a des déserts absolus de l'expression citoyenne en France. Et puis, j'ai envie de dire, le deuxième niveau, c'est aller un cran plus loin, c'est de se dire comment est-ce que on met à disposition du collectif une expertise que l'on peut avoir sur un sujet social ou sociétal pour véritablement fabriquer la politique publique. Donc ça va plus loin en termes cognitifs. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire voilà ce que je vis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me manque, mais c'est d'être contributif dans la co-construction d'une politique publique. Et ça, on l'a vu dans la Convention citoyenne pour le climat, on a un peu parlé, c'est plus compliqué, ça dure plus longtemps, il faut se former, il faut s'informer, il faut passer du temps. D'ailleurs, la notion de temps en politique et en démocratie, il faudrait complètement la reconcevoir. Un grand débat national en 2 mois, c'est un oxymore, c'est un absolu non-sens. Parce que ça prend du temps de faire démocratie. Quand on vote sur le Brexit en 24 heures, c'est une hérésie. On devrait se dire que l'année 2016, je crois que c'est l'année du Brexit, eh bien, c'était l'année qu'il fallait consacrer à cette réflexion. Et puis d'ailleurs, on aurait pu aller un cran plus loin en se disant c'est tellement important pour nous, pour les générations à venir, qu'on ne devrait pas voter qu'une seule fois. On devrait voter 2 fois, ou peut-être 3 d'ailleurs, en se donnant le temps de la réflexion, en se donnant 6 mois, 9 mois de retour sur la décision. Après tout, quand on achète un aspirateur, on a 1 semaine pour le rendre. Mais qu'est-ce qui fait que, en politique, l'expression à un moment donné d'une volonté électorale individuelle, elle serait absolument irréversible? Je veux dire, on nous parle encore aujourd'hui du vote lors du référendum sur la Constitution européenne qui a eu lieu il y a près de 20 ans. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont voté à ce moment-là n'ont pas changé d'avis? N'ont-ils pas le droit de changer d'avis? Enfin voilà. Donc il y a, je dirais pour terminer, cette notion de revisiter complètement la rythmique démocratique en se disant qu'il faut laisser du temps au temps, envisager des réformes un peu profondes, me semble-t-il, de l'acte de vote pour considérer quelque chose qui est encore imaginé comme hérétique, qui est le vote à répétition. Moi, je pense que c'est une véritable novation institutionnelle. Et se dire que quand il y a des échéances importantes, il est normal de débattre pendant des mois, voire même parfois des années, et il ne serait pas complètement farfelu d'imaginer que sur certaines grandes réformes, on se dise le temps d'un quinquennat, c'est le temps à dédier. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'engage. On démarre par l'expression de nos propres revendications. On participe avec beaucoup plus davantage d'investissement cognitif dans la co-construction des politiques publiques de demain, parce que ça nécessite un investissement intellectuel. Il faut se former, il faut être à l'écoute des arguments et des contre-arguments. Et puis on revisite considérablement notre pouvoir de vote. Voilà quelques éléments ou quelques éclairages sur la manière de s'engager demain en politique. Mais donner du temps au temps, c'est ce qu'on retiendra tout particulièrement. Peut-être Alice, Lorraine, pour conclure, un petit mot, un petit conseil à nous donner tous. Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de
faire entendre sa voix dans tous les sens du terme. Donc oui, le vote est important et aujourd'hui c'est un petit peu le seul, à mon plus grand regret, outil qu'on a et il faut pas le délaisser parce que moi, comme je dis souvent notamment aux jeunes, c'est que si on décide pas, quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Donc faut quand même faire un petit peu attention et on sait que notamment l'extrême droite, eux, toutes les élections, moi je tiens les bureaux de vote, je peux vous dire que 7h59 ils sont au bureau de vote. Donc bon, ça c'est à part. Mais oui, il faut pas avoir peur de défendre son point de vue et de parler de ce qu'on vit. Moi, il y a un truc qui me passionne en politique, c'est toutes les techniques de qu'on appelle le community organizing. Donc c'est un mot barbare en gros, mais c'est un peu toutes les techniques des syndicats. Enfin, on va dire c'est un peu comme un syndicat citoyen où on fait entendre nos revendications et en fait notre force à nous en tant que citoyens et citoyennes, c'est le nombre. C'est le nombre et ça faut pas l'oublier et au bout d'un moment quand on est je sais pas dans une ville de 10 000 habitants, si on est ne serait-ce que 1500 à faire du bruit et à demander quelque chose, je peux vous assurer que les politiques n'auront pas d'autre choix que de vous écouter. Et donc moi c'est ce que je dis aux gens, c'est que vous voyez qu'il y a souvent je sais pas un problème dans votre quartier, dans votre ville, etc. Parlez-en autour de vous, essayez de fédérer d'autres gens et de dire on a un petit problème peut-être, mais en fait ce petit problème, si on arrive à le résoudre en faisant pression sur les politiques publiques, etc., et déjà d'une, ça va nous donner confiance en notre propre capacité à faire avancer les choses dans notre intérêt. Et en fait, ça va nous donner confiance pour faire un petit peu plus grand. Ça va être au départ, je sais pas, un problème de déchets dans tel quartier. Peut-être qu'après, vous pourrez changer à l'échelle régionale, j'en sais rien, vos transports par exemple. Mais moi, je conseille vraiment de commencer petit, mais avec beaucoup de gens, et ensuite de vous attaquer à plus grand parce que vous prendrez confiance, vous prendrez de la force et c'est ça qui va vous accompagner un peu après. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en politique. C'est que de base, moi, j'ai juste mobilisé les jeunes de banlieue, de quartiers populaires pour se dire comment ça, on n'est pas présent en politique, comment ça, on n'est pas représenté. Va falloir qu'on fasse quelque chose, va falloir qu'on y arrive en fait à l'Assemblée et ailleurs et même au niveau national. Et en fait, c'est un petit peu comme ça. Et finalement, maintenant, c'est les politiques qui m'appellent en mode puis Lorraine, tu veux pas être sur telle liste, tu veux pas venir parler à tel truc, etc. Parce qu'en fait, quand tu fais du bruit, en fait, on est un petit peu obligé de faire appel à toi parce que ils savent très bien comment ça marche en fait le système. Donc après, faut pas que ça en devienne une entreprise individuelle en mode voilà, je mets déjà à mon service et ça me sert à moi, ma carrière, etc. Parce que de toute façon, je peux vous dire que les gens que on a mobilisés après ils vont nous demander des comptes. Mais en tout cas, c'est vraiment un formidable levier pour faire entendre sa voix, pour faire entendre des voix, même au niveau national, voire européen aujourd'hui. Donc c'est voilà. Moi, si je conseille des lectures à chaque fois, c'est tout ce qui est community organizing. C'est vraiment, c'est pour moi ce qu'il y a de plus fondamental limite en politique. Et d'ailleurs, ça sert aussi même sur les questions d'entrepreneuriat, etc. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Lorraine. Alice, le mot de la fin. Quel honneur. Rapide ou Non, je prenais des notes en vous écoutant tous les trois. Je pense qu'il y a plein de choses qui se recoupent, donc je vais m'en servir pour conclure, effectivement. Commençons par parler de l'extrême droite. Non, parce que on est bien là, mais on est entre nous quand même. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient voté Rassemblement national dans ce public. On est tous, toutes ici des personnes engagées. On agit. Et je suis complètement avec toi pour dire qu'il faut dire aux gens de s'engager plus, agir plus. Mais on est dans un très délicieux et agréable entre-soi qui n'en demeure pas moins un entre-soi. Et les 42% de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, elles sont françaises aussi. Elles sont françaises, elles se lèvent le matin, elles ont des envies pour le pays, elles ont des rêves, elles ont des déceptions, des frustrations, de la colère, de la haine. Elles vivent dans le même pays que nous. La politique, pour moi, c'est la représentation de tous les Français, y compris ces personnes. Sauf que ces personnes se sentent laissées pour compte, se sentent oubliées, se sentent marginalisées. Et se mobilisent, oui. Et c'est vrai qu'en face, les personnes racisées, les personnes qui viennent des quartiers populaires, les femmes,
sont moins mobilisés. J'étais au meeting de campagne de Sana Saitouli dimanche soir à Cergy, qui est une candidate citoyenne pas investie par un parti. Et il y avait beaucoup de... C'était génial, il y avait que des femmes et des enfants, 98% de femmes voilées et 250 personnes quand même, les enfants qui criaient partout. C'était pas du tout un meeting de la NUP en termes de format. Et elle s'adressait à ces femmes en fait. Et on oublie souvent de s'adresser à ces personnes qui justement aussi ne rentrent pas forcément dans les cases traditionnelles, un peu monochrome, un peu viriliste, un peu descendante de l'organisation politique et du community organizing politique tel qu'il peut être fait dans un système partisan. Et une dernière chose, c'est que sur la défiance, c'est normal qu'il y ait une défiance et qu'il y a un manque, parce que ces quartiers populaires, justement, où les personnes qui votent pour Marine Le Pen, pourquoi ils se retrouvent dans des situations comme ça? Parce qu'ils sont oubliés par l'État, parce qu'il y a une précarité financière, parce qu'on vit dans un système où le capitalisme a quand même... Enfin, je veux dire, c'est plus un gros mot que de dire que le capitalisme est cassé, qu'il ne marche plus, qu'on est dans un pays dans lequel il n'y a que 5% des bénéfices des entreprises qui sont reversés aux salariés, le reste par aux investisseurs et aux actionnaires. Et donc, je te rejoins complètement, ouais. Il y a un vrai besoin de repenser le capitalisme, de repenser l'entrepreneuriat, parce que ce sera fondamental pour recréer justement l'intérêt pour la chose publique à travers des petits gestes, à travers de l'engagement. Et y compris ceux qui votent RN. Moi, je les ai jamais exclus de la réflexion. Même eux qui se sentent frustrés et loin de la politique, qu'ils créent des projets, qu'ils s'organisent entre eux. Et en fait, c'est ça le sujet aussi. C'est juste créer du collectif. Créer du collectif sans dépendre de l'État, quoi. Absolument. Merci à vous quatre, c'était passionnant. Alors on n'aura malheureusement pas le temps de prendre une question du public, mais je pense que nos quatre invités seront ravis d'y répondre à l'extérieur de la conférence. Un grand merci à vous quatre, un grand merci à vous de votre écoute. Et je vous propose de passer sur la conférence suivante, mais d'abord un tonnerre d'applaudissements pour mes quatre super invités.